Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et c'est une semaine qui s'achève avec brio, j'ai envie de dire. Philippe David, bonsoir. Bonsoir Cécile, oui, comme d'habitude finalement. Non, on peut encore mieux vu ce qui s'est passé hier. Vous avez raison. Bah oui, on a passé le million. Le million. La chaîne YouTube de Sud Radio, 1 million d'abonnés hier. Extraordinaire. Et à un moment donné, on a 2 heures pour faire 2 millions. Donc alors, voilà, messieurs, faites quelque chose. Je sais pas, enlevez votre chemise. À mon avis, ce soir, on va faire un score extraordinaire. Peut-être. C'est possible. On verra. Je vais pas préciser grâce à qui. Montrez vos pectoraux, Philippe Bilger, on va faire un buzz énorme sur YouTube. Non, c'est une émission intellectuelle ici. Justement, c'est ce que vous avez de plus intellectuel. Je savais pas. Qu'est-ce que je fais là? C'est la fin de cette émission. Voilà, tout a été dit. Allez, les amis, on vous souhaite la bienvenue jusqu'à 19h, le 0826 300 300 avec Aude qui vous attend bien entendu. Et au sommaire de cette émission, le grand débat du jour à 17h30, un parapluie nucléaire français pour toute l'Union et un président renforcé pour la scène européenne. La crise internationale semble redonner un sens au second quinquennat de Macron qui se cherchait un petit peu une raison d'être. Alors parlons vrai, est-ce qu'il ne reste plus que la politique internationale à Emmanuel Macron, surtout depuis la dissolution ratée? Et à cette question, l'action de Macron sur la scène internationale peut-elle relancer la fin de son quinquennat? Vous dites non à 78%, vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et puis le coup de projecteur des vraies voix à 18h40. L'ancien dirigeant écologiste Julien Bayou a perdu tous ses mandats suite à des accusations pour finalement être totalement innocenté par la justice. MeToo a-t-il été trop loin? C'est justement le thème du livre Me Too Much, publié par l'une de nos vraies voix, Philippe Bilger, qui sera avec nous. On en parlera à cette occasion. Alors parlons vrai, oui, comme l'a dit Cécile, est-ce que MeToo est allé trop loin et qu'on ne peut plus revenir en arrière? Et à cette question, a-t-on instauré une présomption de culpabilité avec MeToo? Vous dites oui à 82%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et notre invité sera double. Une vraie voix et l'invité principal. Allez, on vous souhaite la bienvenue. On est ensemble jusqu'à 19h. Les Vraies Voix Sud Radio. Et là, c'est la vraie voix qui va s'adresser à vous, mesdames et messieurs. Bonsoir, Philippe Bilger. Bonsoir, mes amis. Je parle à Philippe Bilger et non à l'auteur. Je suis doublement ému, d'abord, face à Jean Petot et à René Fiche, dont on connaît la surestimation de lui-même. Oui. Et d'autre part, par rapport à la gentillesse que vous allez avoir en me questionnant sur un livre. Mais c'est intéressant, c'est un sujet très intéressant. Oui, vous l'avez parfaitement inséré dans une interrogation plus vaste. Vous pouvez nous dire Me Too Much avec votre accent anglais si sublime? Non, je ne le dirai pas. Non, mais Philippe Bilger n'est pas un animal de foire. Voilà. Non, mais attendez, il a tellement l'accent d'Oxford que c'est beau à écouter. Vous êtes comme justement Nelson de Montfort, vous maîtrisez tellement les langues étrangères que parfois vous en oubliez le français. Absolument. En tout cas, vous l'avez dit. René Chiche est avec nous. Bonsoir René. Bonjour Cécile, bonjour Philippe. Alors demain, vous savez que c'est une grande journée. Ouais. C'est la journée des femmes. Oui. France-Irlande. Mais attention, c'est pas que la journée des femmes. Oui. Demain, c'est mon anniversaire. Voilà. Je voulais le placer. Voilà, okay, et alors, j'ai ouvert comme l'an dernier une cagnotte Litchi. Chiche.com, donnez. Donnez. Dieu vous le rendra. Voilà, c'est ça. Et Dieu vous le rendra. Et il y a Irlande-France, c'est dérisoire. Par rapport à mon anniversaire. Non, mais pas. Non mais Maxime, notre réalisateur, fêter l'anniversaire la veille, ça porte malheur. Non, j'ai pas si vous voulez qu'il ne revienne pas. Message, hein. Non mais c'est parce qu'il y a eu un petit. Mais bon, on a oublié. Vous inquiétez pas. En tout cas, Jean Petot est avec nous, politologue. On est tellement content de l'avoir. Très heureux d'être là. Depuis le temps, en fait, on pensait que vous n'existiez pas en fait. Oui, c'était sûrement pas une intelligence artificielle. On s'est dit mais C'était un hologramme. Est-ce qu'il existe? Ça rappelle d'autres. Il existe vraiment. Et ce qui était sympa avec Jean Petot, c'est que quand on était dans un débat, enfin qu'on allait rentrer dans un débat, il était forcément déjà à l'antenne par Zoom, donc on le voyait, il écoutait nos conneries, il était mort de rire. Et donc voilà, donc c'est plutôt. Et puis votre présence, mon cher Jean, est à la hauteur de vos prestations artificielles, si j'ose dire. On va bien voir ça. Quand vous dites artificiel, vous parlez de René Chiche? Non, René Chiche. Je ne suis pas venu ici pour être calomnié. Moqué peut-être. Madame Cécile. Calomnié non, mais moqué peut-être. En attendant, sur le numéro de téléphone 0826 300 300, Michel est avec nous, de Castelnaudary. Rien que ce mot Castelnaudary, ça résonne dans notre estomac. Bonsoir Michel. Bonsoir Michel.
Oui, bonjour à vous. Vous allez bien? Écoutez, très bien. On est ravis de vous accueillir ici avec nous. Et vous avez un coup de cœur ce soir pour le préfet de police de Paris, Laurent Nunez. Voilà, j'ai eu le plaisir de l'écouter ce matin et j'ai apprécié la façon dont il a, je dirais, évoqué la police. Et d'autant plus que, donc il a évoqué l'affaire Naël, qui est revenue, bien sûr, et j'ai trouvé qu'il avait eu une façon d'évoquer ça en disant je fais confiance à la justice, mais j'espère que il va en ressortir une vérité absolue par rapport à ça. Et effectivement, la police est un peu, je dirais, malmenée par rapport à ça. Et moi, j'ai été victime hier, donc de ça sur Carcassonne hier matin. 2 jeunes roulaient à vive allure suite à une refus d'obtempérer. Ils étaient poursuivis par la police, mais ça roulait très très vite. Tout le monde était ébahi et ça s'est fini dans le décor et contre une voiture auto-école. Et quand vous voyez ça, vous vous dites mais c'est scandaleux, quoi. Ça peut pas exister. Et on peut pas penser un seul instant, si vous voulez. Et c'est ce qu'il a voulu laisser ressentir Nunez, qu'un mec se lève le matin, un policier se lève le matin et il a envie de tuer, quoi. Il fait son boulot et il sait pas s'il va être confronté à ce genre de truc. Et j'ai trouvé que la façon dont il avait répondu par rapport à ça, il espérait que la justice allait rendre quelque chose de plus, je dirais, de mieux équilibré, mais qu'il fallait aller au bout et faire confiance. Absolument. Un mot peut-être. Notre auditeur a parfaitement raison. Moi, j'aime beaucoup le préfet Nunez, qui a failli être ministre parfois. Il l'a été, mais je veux dire secrétaire d'État. Secrétaire d'État. Il aurait mérité mieux. Mais comme on nomme des médiocres, les meilleurs évidemment sont parfois virés ou remplacés trop rapidement. C'est très juste. L'équilibre entre justice et police est remarquablement tenu. Alors on n'a plus beaucoup de temps, mais si vous voulez réagir, moi je vais le dire, je l'aime beaucoup, Laurent Nunez. Oui, non, moi aussi je trouve qu'il fait honneur à la haute fonction publique, cet homme. Vous voyez, c'est un haut fonctionnaire, hein. C'est dans la police et la sécurité intérieure. Mais c'est quelqu'un qui vraiment, à chaque fois, est juste. Puis même, ce qu'il fait est toujours efficace. On l'a vu même lors des Jeux Olympiques. Jean Petot. Il était à ce qu'on appelle à la dure école du renseignement, parce que il a aussi été un des patrons de la DGSI, et je crois que ça aussi, ça forme, en tous les cas, dans le calme et le respect des principes républicains. Mais là, je parle sous le contrôle de Philippe. C'est sûr que la République est mon obsession. C'est fou parce que quand Jean Petot parle, personne ne la ramène. C'est plutôt pas mal. On ne va pas oser le contredire, Non, mais écoutez, on vient dire. Et puis il va gagner le ticket. Voilà. Qui l'a dit? Les amis, Michel, merci en tout cas. Merci beaucoup de ce coup de cœur qui était mérité. Ça, c'était un petit truc personnel. Et vous restez avec nous, vous êtes notre vraie voix du jour et le réquisitoire du procureur. Alors, le fiasco de la prison hors les murs. On en parle dans un instant. Soyez les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Merci en tout cas d'être avec nous encore aujourd'hui pour cette fin de semaine avec Philippe David, mon cher Philippe David. En pleine forme, comme toujours quand on est en votre compagnie et en la compagnie des vraies voix, n'est-ce pas? C'est fou. Il est vraiment bien, il est flagorneur. C'est fou. Non, il parle vrai. Et pourtant, il parle vrai en général. Il a fait 2 vannes sur moi depuis que je travaille avec lui, et les 2 c'est sur mon âge. Ah bon, il ne s'est pas permis. Ouais. Non, il a dit hier à l'antenne que j'avais 78 ans. Je l'ai dit avant-hier aussi. C'est pas vrai. Il l'a dit 2 fois de suite. Il m'a dit c'était 88. J'ai dit je ne mets jamais la TVA. Voilà. D'accord. Ça le fait marrer. Elle est pas mal. C'était une vanne totalement fondée. En attendant, quoi qu'il en soit, Félix et Mathieu est rentré dans le studio. Il a des choses à dire. Les 3 mots dans l'actu. Félix, Mathieu, bonsoir. Bonsoir tout le monde. On va parler de cette bombe de la Seconde Guerre mondiale qui a perturbé tout le nord de Paris toute la journée. Le trafic reprend petit à petit du côté de la gare du Nord. On va parler aussi de cette condamnation à 2 ans ferme pour l'ancien patron du renseignement français. Et puis de Maurice Ravel, figurez-vous, l'auteur du Boléro est né il y a 150 ans aujourd'hui. En 3 mots, bombe, surveillance et Boléro. Allez, tout de suite le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et vous allez requérir contre la prison hors les murs, monsieur le procureur. Oui, décidément, la Cour des comptes me sert beaucoup ces derniers jours. Quand on n'a rien à dire, on peut toujours évoquer la Cour des comptes. Mais en l'occurrence, elle n'a pas tort, parce qu'elle évalue dans un rapport le fiasco hors les murs de ces mesures que sont le TIG, le travail d'intérêt général, et la détention à domicile. La dérive de ces 2 mesures, c'est que elles n'ont pas été des peines
alternatives ou de substitutions comme on les voulait au départ, elles sont devenues simplement des mesures de régulation pénitentiaire. Et en réalité, on constate que d'abord, elles ont été peu utilisées, qu'ensuite, elles ont eu pratiquement les mêmes effets négatifs que la prison en ce qui concerne la récidive, et que d'autre part, les conseillers d'insertion et de probation qui auraient dû s'occuper des gens qui étaient dans la détention à domicile et accomplissaient un travail d'intérêt général ne s'en sont pas occupés, alors que pourtant leur nombre de dossiers avait diminué. Donc je tente de donner raison à la Cour des comptes sans difficulté, alors que moi-même je n'ai jamais été très chaud partisan de ces peines, détention à domicile, travail d'intérêt général, qui, appliquées à des sanctions plus ou moins graves, n'avaient aucun sens. René Chiche. Bon, alors je découvre ce dossier, hein, qui est très 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 intéressant. Mais bon, en fait ça c'est lié à l'absence de place dans les prisons. On est bien d'accord que des gens sont mis en travaux d'intérêt général ou en détention à domicile. Donc c'est peut-être la solution pour l'instant qui permet de ne pas remplir encore plus les prisons. Tant que les prisons nouvelles ne sont pas encore construites, je pense que c'est la solution. Maintenant, après, vous me dites que c'est pas efficace, etc. Ce qu'a dit la Cour des comptes, ce que disent les conseillers. Mais est-ce que c'est quand même pas une mesure qui permet de réprimer des gens avec une autre forme que la détention? En même temps, s'il n'y a personne pour les surveiller, c'est compliqué. Oui. Ouais. Non, mais je découvre cette histoire très intéressante, hein, Philippe. Comme vous allez parler de mon livre, je vous approuve avant. Oui, mais René Chiche n'a pas enlevé ce que je voulais dire. On peut quand même un peu l'estimer, mais c'est quoi? Alors, je vais dire, l'alternative à l'alternative. Est-ce que c'est de les remettre, pour le coup, en cellule, y compris pour des courtes peines, comme on dit, ou est-ce que c'est de ne pas prononcer, tout simplement? N'oubliez pas, Jean, que j'ai une mentalité assez répressive. Oui. Certes, je suis content lorsqu'un juge utilise toute la palette pénale qui est mise à sa disposition, mais je trouve un peu absurde qu'on prétende substituer à des peines d'incarcération pour des infractions graves le travail d'intérêt général, dont vous savez qu'en plus il doit être accepté par le prévenu, le mis en cause lui-même, et qui d'ailleurs ça devient du travail forcé. Et d'ailleurs il est mis en œuvre parfois avec la bagatelle de 18 mois de retard. Autrement dit, il a le temps de s'abandonner à la paresse, avant le travail d'intérêt général. Merci beaucoup Philippe Bilger. Tout de suite les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont bombes, surveillance et boléro. La gare du Nord à Paris, l'une des plus grosses d'Europe, a été immobilisée toute la journée à cause d'une bombe de 500 kilos datant de la Seconde Guerre mondiale. Habitants évacués, périphériques et autoroute A1 fermées, ça commence à revenir à la normale. L'ancien patron du renseignement, Bernard Squarcini, condamné à 2 ans de prison ferme pour avoir fait surveiller notamment François Ruffin au service du patron de LVMH, Bernard Arnault. Et puis Maurice Ravel, naissait il y a 150 ans aujourd'hui, son boléro devenu culte et joué toutes les 10 minutes en moyenne dans le monde. Ses héritiers aimeraient récupérer leurs droits d'auteur tombés dans le domaine public. Les vraies voix Sud Radio. 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, on peut encore retrouver une bombe de 500 kilos en pleine région parisienne. Les voyageurs de la gare du Nord à Paris l'ont constaté à leurs dépens toute la journée. Des TGV, des Eurostars, des RER, des TER immobilisés. Trafic interrompu gare du Nord après la découverte de l'explosif à Saint-Denis lors de travaux de nuit à quelques mètres du périphérique. Ça reprend progressivement. L'opération de déminage vient de se terminer avec succès. Une partie du périphérique et de l'autoroute A1 ont également été fermées, occasionnant des kilomètres de bouchons. Des habitants de Saint-Denis et de Saint-Ouen ont même dû évacuer leur logement ou se confiner. On parle d'un explosif d'une taille impressionnante, raconte Mathieu Chabanel, PDG de SNCF Réseau. Retrouver des bombes autour du réseau ferroviaire, c'est des choses qui arrivent dans une proportion comme celle qu'on connaît aujourd'hui avec une bombe de cette taille. C'est vraiment tout à fait exceptionnel. En revanche, on sait que pendant la Seconde Guerre mondiale, le réseau ferroviaire a été largement bombardé, notamment ici au nord de Paris où il y avait aussi beaucoup d'usines. Et donc on a une vigilance particulière quand on fait des travaux
travaux dans cette zone et que on détecte une situation anormale. C'est ce qui s'est passé cette nuit, ce qui a permis de prévenir immédiatement les équipes de la préfecture de police et ensuite de diagnostiquer l'engin et de prendre les mesures qui ont été prises ce matin. Mathieu Chabanel de SNCF Réseau, micro de l'AFP. 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, ça laisse songeur quand même, comme quoi il suffit pas d'une partie de démineurs. Justement, ailleurs sur le sol européen, la Russie a encore massivement bombardé les infrastructures énergétiques ukrainiennes ces dernières heures, au lendemain du sommet européen consacré au désengagement américain. Bombardement russe alors que Volodymyr Zelensky réclame une trêve dans les airs ainsi qu'en mer. D'ailleurs, après ces nouveaux bombardements russes, même le président Trump menace la Russie de nouvelles sanctions et de droits de douane supplémentaires si ça continue. Et le deuxième mot, surveillance, avec cette condamnation de l'ancien patron du renseignement. 4 ans de prison, dont 2 fermes pour Bernard Squarcini, peine infligée par le tribunal correctionnel de Paris pour avoir profité de ses réseaux afin d'obtenir des informations confidentielles et notamment aussi pour la surveillance de François Ruffin quand il tournait son film Merci Patron, à propos de LVMH et de son PDG Bernard Arnault. François Ruffin, aujourd'hui député de la Somme, il regrette justement que Bernard Squarcini soit condamné seul et non pas notamment avec Bernard Arnault lui-même. On est au regret, toujours, qu'il y ait eu des lampistes sur le banc des prévenus, mais qu'il n'y ait pas eu le commanditaire, Monsieur Bernard Arnault, et qui m'a invité à aller prendre un café frites au siège de LVMH et j'irai très volontiers, mais je le retrouverai aussi à nouveau très volontiers devant le tribunal, au civil, pour que enfin il y ait un jugement qui dise qu'il était bien le commanditaire de tout ça. C'est maintenant établi qu'on a affaire à un PDG propre sur lui, mais qui en vérité fait appel à des sociétés d'intelligence économique, pas seulement dans mon affaire, mais en fait, il pratique ça depuis 30 ans. François Ruffin, député de la Somme au tribunal correctionnel de Paris, propos recueillis par l'agence France Presse. La partie ferme de la peine de Bernard Squarcini sera exécutée sous bracelet électronique. Il a aussi été condamné par ailleurs à 200 000 € d'amende. Ça rappelle un peu le bon vieux temps des barbouzes, Philippe Bilger. Oui, mais c'est terrible. J'ai eu l'occasion de croiser Bernard Squarcini. Le squal, comme on disait. Oui, absolument. Il est condamné. Peut-être va-t-il faire appel, je n'en sais rien. Mais ces gens-là, lui en particulier, sont toujours très sympathiques. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi les vertueux absolus sont ennuyeux comme la pluie. Je vous ai toujours trouvé très sympathique. Question philosophique. Absolument. Mais ça porte quand même un coup. Je parlais pas de vous, mon cher. Non. Ça porte quand même un coup à l'image de Bernard Arnault. Hein. Oh. Excusez-moi, Bernard Arnault, qui est quand même un patron remarquable, estimé en France et dans le monde, qui utilise, comme vous l'avez dit, un peu des méthodes de barbouze avec Bernard Squarcini pour espionner, entre guillemets, François Ruffin. Franchement, je trouve que ça porte un coup à l'image de Bernard Arnault. Maintenant, est-ce que les Français vont être très intéressés par cette histoire ? Je ne pense pas que oui. C'est ça le sujet. Jean Petot. Ce qui m'interroge toujours dans ce genre d'affaires, tout à l'heure je parlais de la dure école du renseignement à pot du préfet de police Nunez. On peut dire que c'est Nunez et Squarcini, c'est les anti-modèles. Bon. Non, René vient un peu de le suggérer. C'est à quoi ça sert de se faire, de payer quelqu'un pour espionner un autre. Je veux dire, aujourd'hui, quasiment tout est sur la place publique. Quelle est la nécessité? Je m'interroge toujours sur la finalité de ce genre de la teneur du documentaire, c'est avant qu'il ne sorte. Oui. C'est quand même. Et puis Arnaud est-il au courant? Puis comme on dit, quel buzz pour Ruffin quand même, par ailleurs. C'est sûr. Parce que le meilleur agent de publicité, c'est quand même été Arnaud dans ce système. Bien sûr. C'est clair. Puis il vient de prendre 200 000. Allez, Troisième mot, boléro. Maurice Ravel est né il y a 150 ans aujourd'hui. Né à Cibourg dans les Pyrénées-Atlantiques le 7 mars 1875. L'occasion pour nous de contribuer à cette statistique impressionnante. Cette statistique, et oui, c'est que ce boléro est joué en moyenne une fois toutes les 10 minutes dans le monde. Mais il est tombé dans le domaine public en 2016, figurez-vous, aux grandes dames forcément des ayants droit, les héritiers du compositeur qui avait tenté de faire valoir, c'est un peu complexe, mais pour vous la faire courte, faire valoir qu'un scénographe russe
aurait été co-auteur du boléro, ou en tout cas l'aurait grandement inspiré, ce qui aurait permis de la retirer encore quelques années de plus du domaine public. Mais sauf que non, la justice a tranché contre les ayants droit a priori, estimant que Ravel était bien l'unique compositeur du boléro. Ravel, mort en 1937, unique compositeur du boléro, ce qui veut dire que non, il rapporte plus rien ce boléro à ses ayants droit, même diffusé toutes les 10 minutes. Et ils ont fait appel, visiblement. Ils ont fait appel, ils espèrent encore. Ils espèrent encore, effectivement. Ils parlent d'une œuvre collaborative, voilà. Et puisque c'est diffusé tous les 10 minutes et que ça dure 6 minutes, ça veut dire que c'est en boucle, en fait. Tout le monde l'entend en boucle. Et je suis nul en maths, mais là j'ai bien compris. Il y a eu des magnifiques, le ballet de Béjart sur le boléro. Avec Cyril Attanasov qui dansait notamment. Non, Georges Donne. Georges Donne, repris dans un film de Lelouch. Oui, les uns et les autres. Et le film sur Ravel était très bon. Oui, les amis, je vous laisse parler hors antenne, puisque dans un instant, on va revenir sur le grand débat du jour et sur cette crise internationale. Macron relance l'idée d'un parapluie nucléaire européen. Alors parlons vrai, est-ce qu'il ne reste plus que la politique internationale à Macron? Et à cette question, l'action de Macron sur la scène internationale peut-elle relancer la fin de son quinquennat? Vous dites non à 84%. Vous voulez réagir? Aude et Livrez-vous attendent vos appels au 0826 300 300. Et vous pouvez reprendre une attitude normale. On revient dans un instant. À tout de suite. Les vraies voix jusqu'à 19h avec Philippe David et notre petit nouveau qui était l'un de nos experts favoris. Ah oui. Jean Petot est avec nous, politologue. Bonsoir Jean Petot. Bonsoir. Mais quel plaisir de vous avoir en vrai. On se demandait si vous existiez, je vous jure que c'est vrai. René Chiche est avec nous, rédacteur en chef du groupe Entreprendre, et Philippe Bonsoir Bilger, madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Président de l'Institut de la Parole et auteur d'un livre, Me Too Much, dont on parlera à 18h40 justement. Allez, en attendant, c'est le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Bon, on va continuer de parler d'Emmanuel Macron. Allez. Ce que je vais faire, c'est je vais lui dire, au fond, tu peux pas être faible face au président Poutine. C'est pas toi, c'est pas ta marque de ça. Il est à Washington pour plaider la cause de l'Europe et de l'Ukraine. Depuis plus d'une heure, Emmanuel Macron fait face à l'imprévisible Donald Trump. Voulons la paix. Cette paix ne peut pas signifier la capitulation de l'Ukraine. L'avenir de l'Europe n'a pas à être tranché à Washington ou à Moscou. Et c'est un impérialiste révisionniste. En tout cas, c'est un contresens historique. Dans la référence, c'est sans doute qu'il fut piqué du fait que nous avons démasqué son jeu. Un parapluie nucléaire français pour toute l'Union et un président renforcé sur la scène européenne. La crise internationale semble redonner un sens au second quinquennat Macron qui se cherchait une raison d'être. Alors parlons vrai, est-ce qu'en cas d'échec de cette défense européenne en gestation, ce serait la fin du quinquennat Macron? Et à cette question, l'action de Macron sur la scène internationale peut-elle relancer la fin de son quinquennat? Vous dites non à 83%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Alors, Philippe Bilger. Alors, d'abord, si on a droit, évidemment, à une ironie, mais que j'espère décente, quelle formidable et dramatique aubaine pour le président que ce monde extrêmement dangereux depuis quelques années, et notamment à cause de l'Ukraine et à cause de ce que j'appellerais, pardon de le dire, le duo que je considère comme malfaisant, Poutine-Trump, avec un président de la République au sujet duquel je n'ai pas abusé sur le plan des compliments, mais qui me semble tout de même tenir une ligne cohérente, directe et juste, aussi bien sur le plan de la morale que sur le plan de l'analyse politique. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'exagère pas, hein. Poutine ne viendra pas aux frontières de la France. Mais je crois, contrairement à nos auditeurs, dont la majorité va dans l'autre sens, que ça peut constituer jusqu'en 2027 quelque chose qui permettra au président de rester naturellement dans son domaine réservé et peut-être de redorer son blason qui, sur le plan national, ne parvient pas à remonter la pente. René Chiche. Alors, je suis d'accord avec Philippe, je ne suis pas d'accord avec les auditeurs. Effectivement, le président Macron aujourd'hui, moi je suis, vous voyez, je vais prendre un mot peut-être un peu fort, je suis même un peu fier de son action actuellement. Je trouve qu'il rehausse l'image non seulement de la France, mais aussi de l'Europe. Il relance quand même l'Europe face au duo Trump-Poutine. Il s'active, il devient quand même, quoi qu'on dise actuellement, le leader de l'Europe. Il multiplie les initiatives, les projets,
Et je trouve que, effectivement, comme sur le plan intérieur, c'était un président potiche depuis la dissolution, ça faut le reconnaître, maintenant, il remplit son rôle un peu comme l'ont fait les présidents Mitterrand et Chirac lorsqu'ils étaient en cohabitation. Ils ont utilisé la politique internationale et aussi la défense pour assumer leur rôle. Bah là, je trouve... Mais en plus, moi, la question, je ne pense pas que ce soit sauver son quinquennat. Je ne pense pas que ce soit la bonne question, si je peux me permettre. Simplement, face à une situation extrêmement quand même tendue et grave, il était temps qu'un leader européen montre les points face à Poutine, bien sûr, mais aussi à Trump. Et je trouve que ce projet, moi, de défense européenne ne va pas être un échec, comme l'a dit, bien au contraire. Mais quand te disais sauver, c'est peut-être effacer un peu la dissolution qu'on lui reproche aujourd'hui. Bon. Jean Petot. Alors c'est un phénomène classique, on appelle ça, évidemment pour que ça fasse intelligent, on met une expression en anglais, on parle de flag effect. Oui. L'effet du drapeau. Voilà, tout de suite, ça fait tout de suite supérieur quand on dit ça en anglais. L'effet du drapeau, c'est quoi? C'est une sorte de ralliement, on va dire, en tous les cas. D'union nationale. C'est pas tous derrière, oui, ça ressemble à ça. Enfin, l'idée, c'est on soutient le président parce que c'est pas le moment de se désunir face à l'adversité. Bon, le chiffre que vous avez donné, Philippe, sur 83%. La réaction des auditeurs montre que, à l'évidence, pour les auditeurs de Sud Radio, le million dont on a parlé au début, le flag effect, il joue peu là pour l'instant, manifestement. Alors, faut sans doute se poser la question, pourquoi est-ce que, et on va bien le voir quand il y aura des sondages qui seront à l'échelle du pays et qui donneront une tendance. Bon, si ça remonte, à mon sens, ça va pas remonter de manière spectaculaire, parce que quand même, Emmanuel Macron est durablement touché et profondément touché dans l'opinion publique. Et je ne sais pas si on peut considérer que la crise internationale actuelle va venir cautériser le choc et la plaie de la dissolution loupée. Ça, c'est un vrai débat. Hein. Puis, pardon, je termine. Par ailleurs, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein. Pardon de citer l'Ancien Testament et l'Ecclésiaste, mais cette idée de souveraineté, d'une Europe puissante et d'une souveraineté de défense européenne, la France la défend depuis de nombreuses années maintenant. C'est les partenaires qui ne bougeaient pas. Qui n'en voulaient jamais. Voilà. On prend notre auditeur du jour, direction Castelnaudary. Bonsoir Michel. Oui, bonsoir. Est-ce que vous pensez que Macron a besoin de l'international pour finir son quinquennat, son second quinquennat, plutôt pas trop mal? Dans l'état actuel des choses, oui, on peut pas dire que ce qu'il a dit c'est stupide. Par contre, il a oublié l'histoire, moi je dirais. Hein. Donc oui, mais non, parce qu'il est plus crédible. Je crois que tout le monde l'a dit. Hein, c'est que c'est difficile de lui faire confiance. Hein. Dans beaucoup de domaines, il nous a montré que c'était pas tranché, quoi. Et sans faire de jeu de mots hein, avec les tranchées, mais bon, voilà, le 20 ans guerre, j'ai du mal à le croire, mais bon, voilà. Même si ce qu'il a dit, c'est vrai, un peu exacerbé, un peu le côté psycho-tragique. Je pense qu'il faut relativiser, prendre au sérieux, mais bon, voilà. En tout cas, moi, il m'a pas atteint dans ma fibre patriote. Hein. Non, certainement pas. Hein. Ah non. Merci Michel. C'est vrai que le pays est coupé en deux, hein, quand même, sur le côté martial d'un côté et d'un autre côté de dire arrêtez de dire n'importe quoi. La Russie n'est pas aux portes de la France. Absolument. Et là où je rejoins Jean dans son analyse, non, mais je réponds aussi à votre question, Cécile, c'est le fait que on n'a pas un président qui naturellement va emporter une adhésion collective parce que tout à coup, il se révèle relativement constant et cohérent dans sa ligne vis-à-vis de l'Ukraine et de Poutine. Il y a trop d'opposition interne pour que, comme vous le dites aussi, Cécile, il n'y ait pas un discrédit national qui continue à peser là-dessus. Mais peut-être recouvrera-t-il une forme de légitimité un petit peu sur ce plan-là. Jean Petot veut réagir. Moi, je pense que ce qui se passe au niveau international va, par ricochet, avoir des effets, non pas secondaires, mais une sorte d'effet de souffle sur la vie politique nationale. Ça me paraît absolument évident, et en particulier dans le comportement des différents groupes politiques qui s'affrontent en ce moment, depuis 2022, mais surtout depuis juin 2024, à l'Assemblée nationale. Quand vous voyez, par exemple, qu'au niveau de la France insoumise, actuellement, Jean-Luc Mélenchon, si j'ai bien entendu, hier soir, a continué à taper sur les
des États-Unis, en considérant que ça, c'est vraiment l'ennemi. Ça, c'est l'ennemi historique de Jean-Luc Mélenchon. Le seul petit problème, c'est qu'à terme, Jean-Luc Mélenchon va finir par devoir défendre Trump. Ça va être très drôle quand même. Ça peut être un grand moment quand même. Bon. Et de l'autre côté, du côté de la droite, comme on dit, souverainiste ou nationale, en particulier du Rassemblement national, on voit bien qu'ils sont quand même très très embêtés. Je vais tomber sur une caricature, je sais plus dans quel, je crois bien dans le cadre enchaîné d'aujourd'hui, qui dit, on voit Bardella et Marine Le Pen sont l'un à côté de l'autre, et Bardella dit, alors de quel côté on est? Est-ce qu'on est du côté de Trump? Est-ce qu'on est du côté de Poutine? Est-ce qu'on est du côté de Macron? Et elle lui répond, le mieux c'est que tu évites qu'on te pose la question. Ça lui mérite de montrer quand même un certain trouble quand même. Allez, le 0826 300 300 avec Pierre qui est avec nous. Bonsoir Pierre. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Je trouve que M. Macron nous la joue comme en 2020, pendant le Covid. Pour éviter d'être en déficit trop longtemps, il a dit le quoi qu'il en coûte, et il a demandé aux Français, bien sûr, de se saigner la ceinture. Aujourd'hui, comme on sait qu'on ne sera pas aux 3% de déficit imposé par l'Europe, il est évident qu'en fabriquant des armes, on peut en effet dépasser les 3%. Et c'est ce qu'il souhaite avoir, c'est-à-dire une autorisation de l'Europe pour pouvoir dépenser encore plus et pour pouvoir donc faire croire que nous ne pouvons pas réduire notre déficit compte tenu, bien entendu, de ses engagements dans l'armée. Et en deuxième temps, d'un point de vue politique, comme il a toujours rêvé d'être le président de l'Europe, évidemment, lorsqu'on fabrique des armes et lorsqu'on veut partir en guerre, il faut un président de l'Europe et ça sera l'occasion pour lui de s'avancer sur ce terrain-là. Alors, c'est un scénario intéressant. Le président de l'Europe, Valéry Giscard d'Estaing, en a rêvé à partir du 11 mai 81, mais ça n'a jamais marché. Alors, non, d'accord, peut-être. Mais là, je suis d'accord avec, j'oublie son prénom, excusez-moi de le dire. Pierre, avec Pierre, sur le fait que Macron, effectivement, aspire après 2027 à devenir le leader de l'Europe, président de l'Europe. Je ne sais pas ce que c'est exactement, mais enfin, c'est son ambition, ça, tout le monde le sait. C'est sûr. Ça, c'est ça. Mais, faut quand même pas oublier qu'on est maintenant devant une situation, quand même, extrêmement nouvelle, puisque nous avons notre allié américain qui, visiblement, ne l'est plus vraiment. Donc je trouve que le fait que Macron ait pris en main ce dossier, ce qui lui a effectivement permis de revenir au centre du jeu, quoi qu'on dise, enfin au moins au niveau international et au niveau de la conduite de la politique diplomatique et de défense de la France, face à cette nouvelle donne qui est quand même inquiétante, alors je sais pas si les gens s'en rendent bien compte, mais c'est quand même extrêmement inquiétant ce qui se passe. Je trouve que le fait qu'il tente de bâtir une défense européenne, d'ailleurs il n'y a pas que la France qui va participer financièrement, tous les pays seront associés, etc. Oui, ça dépend si c'est pour acheter plus de F-35 américains, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je pense pas qu'ils tomberont dans ce piège dorénavant. Ah écoutez, moi je parie un repas avec vous si vous voulez, qu'il y a beaucoup d'Européens qui vont 1000 fois préférer acheter du F-35 que du Rafale. On verra. Et le fait même qu'ils veuillent développer, enfin qu'ils veuillent extendre, ça se dit extendre la dissuasion nucléaire. Oui. À d'autres pays maintenant, la dissuasion nucléaire française, pour protéger des pays européens qui étaient jusqu'à présent sous la protection américaine, mais qui ne vont plus l'être peut-être, je trouve que c'est quand même une mesure extrêmement importante. Mais en plus... Excusez-moi, ça va se négocier financièrement, parce que si on les protège, il faut qu'ils payent. Non, mais écoutez, ça, je sais pas. Allez, on va pas faire une conférence avec René Chiche, Jean Petot ou Philippe Bilger, non. Pour réagir à Pierre. Un mot rapide sur les ambitions européennes d'Emmanuel Macron. Je crois que Philippe a raison de dire que de toute façon, il n'y a pas les institutions européennes qui l'envisagent et qui le permettent. Voilà. Ça, c'est clair. C'est bien pour ça que je disais président de l'Europe, ça veut dire. Et par ailleurs, il me semble que la conception d'Emmanuel Macron, mais ça c'est depuis qu'il a été élu, depuis 2017, quand il parle de concertation ou de regroupement et de partenariat, ça a toujours été un peu moi devant et vous derrière. Ça d'ailleurs, les pays voisins de la France n'en avaient pas ras-le-bol. Là, on est dans une situation totalement nouvelle et le sommet qui a eu lieu hier ou avant-hier est extrêmement important. Dans le cas précis, oui. Mais il faut quand même comprendre et je pense réaliser que du point de vue du rôle de la France en Europe, les pays voisins ont quelques réserves dans les initiatives. Ça a changé depuis cette nouvelle macroniste. Trump-Poutine. Je suis pas d'accord avec vous, Jean. Non, mais je dis ça bouge, on est d'accord. Ah ça bouge. Justement, c'est ce que je suis en train de dire. Ça bouge. Il est en train de prendre, à mon avis, le leadership européen. Pourtant, vous voyez, moi j'ai trouvé Macron un peu léger ces derniers mois. J'ai souvent dit, mais là je trouve qu'il redore un peu son blason. Il reprend un peu la main. N'empêche, René, et c'est pas que je veuille à tout prix dans le sens de Jean, mais
il faut faire attention au fait que Macron, à chaque fois qu'il a eu raison sur le plan européen, il avait fait de remarquables discours avant. Il a irrité par cette manière, j'allais dire française, mais macronienne, de se camper un petit peu dans une forme d'arrogance. Mais il n'était pas, la France n'était pas, l'Europe n'était pas devant cette situation quand même. Oui, d'accord, c'est vrai, qui est quand même incroyable, puisque maintenant on a une alliance Trump-Poutine qui même inquiète la Chine d'ailleurs, puisque un dirigeant chinois a fait une remarque tout à l'heure. Il dit que l'union avait l'alliance entre la Chine et la Russie. Il y a une nouvelle donne quand même qui peut permettre d'espérer que l'impulsion que donne, à mon avis, Macron à l'Europe face à Poutine et aussi face à Trump peut être quand même très important. Est-ce qu'il ne fait pas peur un petit peu, parce que c'est vrai que le discours était très martial, il en a rajouté une couche aujourd'hui sur les Russes en disant que en matière d'histoire ils n'étaient pas tout à fait en phase, révisionnistes, voilà, donc il y a de la provoque, de la menace. Est-ce que ça va pas trop loin? Mais vous avez raison, Cécile. Hervé Morin, qui peut être discuté par ailleurs comme ministre de la Défense, avait répondu à une question récemment, il a dit « Je ne me sens pas en sécurité avec Emmanuel Macron ». Je trouve que c'est excessif, bien sûr, mais je crois qu'il y a beaucoup de Français qui aujourd'hui ont peur de la surenchère même intelligente d'Emmanuel Macron. Moi j'en connais d'autres Français qui trouvent que Macron a du cran. Mais n'oubliez pas, il a tellement de cran qu'il est même devenu la cible de Poutine. Qui se rend compte que Macron prend quand même une grande importance. Et pourtant, je veux pas faire un discours macroniste, pas du tout. Mais face à cette situation d'aujourd'hui, je trouve qu'il assure, franchement. Et moi, je connais des Français qui trouvent que Macron, et qui ne sont pas des Français qui ne sont pas spécialement électeurs de Macron, qui trouvent que c'est bien qu'on ait un chef d'État. C'est ce que je disais. Il y a deux France qui se absolument, Cécile, parce que je répondais à Philippe. Avec la rançon que la France, tout de même, me semble-t-il, sans faire dans le défaitisme, n'a guère de poids en tant que pays. Et donc Macron, je suis pas d'accord avec vous du tout. Ma question c'est où est la diplomatie en fait? Où est la diplomatie? Parce que là c'est de la menace, de la contre-menace. On parle de réponse nucléaire, de dissuasion, voilà. Où est la diplomatie? Moi j'ai l'impression qu'elle a disparu. Actuellement, la diplomatie, elle est pas avec un encéphalogramme plat, mais elle est quand même pas très loin d'être à ce niveau-là. Si vous écoutez les plus grands, ce que j'appelais moi les tauliers du Quai d'Orsay, Philippe Etienne, Gérard Haraud, quelques grands ambassadeurs, et Védrine, que j'ai eu le plaisir de présenter cette semaine à la librairie Mola à Bordeaux, mercredi, sur son nouveau dictionnaire amoureux de la politique, de la géopolitique. Même ces spécialistes sont dans une grande incertitude. Ils s'en cachent pas. Pourquoi? Parce que vous avez un Trump qui est quand même dans une oscillation permanente. Il supprime les droits de douane maintenant sur le Mexique. Il les a suspendus. Il est suspend, il les remet, etc. Canada, pareil. Avec le Canada, c'est pareil. Bon, donc il y a une espèce de tourbillon qui est quand même assez compliqué, et il y a un cynisme absolu de Poutine en face qui n'a qu'un intérêt, c'est que tout cela turbule de plus en plus. Alors là-dessus, je pense qu'effectivement, le président Macron apparaît comme un élément stable, malgré, j'allais dire, pardon Philippe, son casier judiciaire, mais c'est une mauvaise expression, son casier politique, son passif politique. Je pense quand même qu'il a aussi beaucoup parlé, c'est normal en ces temps, et le mot guerre, il l'a souvent un petit peu trop employé, y compris, vous connaissez la phrase célèbre, nous sommes en guerre sur le Covid. Voilà, c'est un peu plus compliqué après, quand on a fait ça. Allez, merci beaucoup, messieurs. Pierre, vous restez avec nous, parce que vous allez jouer contre nos vraies voix dans le Qui c'est qui l'a dit dans un instant? Oui. Oui. Ça, c'est un grand oui. Et on donc, le sent, il est prêt. Vous ne bougez pas, on revient dans un instant. À tout de suite. D'accord. Cette émission de fin de semaine est plutôt très agréable, avec Philippe David, bien entendu. Bon, René Chiche est un peu bavard et un peu turbulent, mais bon. Vous trouvez? Non, mais c'est pour faire des blagues. Oh, mais pas la moindre hyperbole sur lui-même. Il a été impeccable. Il est presque trop sérieux aujourd'hui. Je sais pas ce qu'il a. Philippe Bilger est avec nous, Jean Petot est avec nous aussi, et on a récupéré Pierre qui va jouer avec nous. Qui c'est qui l'a dit? Alors Pierre, la tradition, c'est d'envoyer le jingle. Vous dites ce que vous voulez, mais tant que vous n'avez pas parlé, il n'y a pas de jingle.
3, 2, 1. Non, ce n'est pas le code du bouton nucléaire, mais bien le code de qui c'est qui l'a dit. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Excellent, Pierre. Bravo. Allez, écoutez bien, Pierre. Alors, Pierre répond en premier, Jean Petot, comme c'est votre première. Et s'il n'a pas la réponse, là, c'est toutes les vraies voix. Sinon, vous êtes puni dans un coin, Jean. Qui c'est qui l'a dit? 3 points. Si les Ukrainiens ne faisaient pas rempart de leur corps, l'armée russe serait déjà dans un pays de l'Est de l'Europe. Alors, ce n'est pas un homme politique. Impossible, je sais pas. Alors, c'est un philosophe. Bruckner. Non. 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 Lévy. Bernard Lévy. Bonne réponse de René. Qui c'est qui l'a dit? Pierre, elle est facile, celle-là. Vladimir Poutine est un impérialiste révisionniste. Pierre. Stoche. Oui. Ah, là, je sais pas, Macron. Mais je dirais Macron. Mais vous l'avez pas, il a dit, je vais dire Macron. Vous l'avez dit avant. Il allait dire. Oui, il a dit, bon, je vais tenter Macron. On peut demander la VAR, là. Vraiment, il l'a dit. Philippe Bilger. mais alors, il n'y a pas de Philippe problème. Bilger, c'est too much aujourd'hui. Non, mais si c'est vrai. 3 points pour Pierre. C'est vrai. Je l'ai dit, ouais. Je valide. Loyauté. Je valide. Il se tient correctement devant Jean Petot. J'ai vu, hein. Il a un peu les pétoches, Jean Petot. Ah ouais, c'est bon ça. Le professeur est là, il a pas. C'est à vous, Cécile. Question, qui c'est qui l'a dit sur la guerre en Ukraine? Emmanuel Macron joue les commentateurs. Il n'est pas un acteur, mais un spectateur. Pierre. Oula. Peut-être le Premier ministre. Non. Marine Le Pen? Non. On a parlé de lui il y a quelques minutes. Mélenchon? Non. Un peu plus longtemps. Ah, Ruffin. Bonne réponse de Pierre. François Ruffin. Voilà, il est bien. bon, c'est Pierre. Qui c'est qui l'a dit? On n'a que des bons auditeurs. Si la décision de suspension de l'A69 est confirmée, c'est la fin des grands projets. Le ministre des Transports ce matin. Bien vu, c'était sur Sud Radio, Philippe Tabarot. Il est en train de vous rétamer, vous mettre une déculottée. On n'a même pas le temps de répondre. Non, mais moi j'écoute en plus ça. Question, qui c'est qui l'a dit? Écoutez bien, Pierre. Si l'impôt faisait le bonheur des peuples, la France serait le pays le plus heureux du monde. Ah oui. Bon, oui, ça c'est du style à Bayrou. Bonne réponse, François Bayrou ce matin. Allez, une dernière. Qui c'est qui l'a dit? J'ai arrêté ma grossesse lors des législatives de 2022 parce que j'en craignais les conséquences politiques. C'est une femme. Non, j'ai pas arrêté ma grossesse, j'ai caché ma grossesse. J'ai caché. J'ai pas dit caché? Non, vous avez dit j'ai arrêté ma grossesse. Non, j'ai caché, pardon. Ah, c'est pas tout à fait. Non, allez-y. Aurore Berger. Bonne réponse de René Chiche. Baissez vos bras, René. Eh bien, écoutez, Pierre, 12 points. René Chiche, 6 points. Jean Petot, c'était le tour d'échauffement pour première. Et Philippe Bilger, passé par pertes et profits. Oh, mais quelle méchanceté. Merci Philippe. Mais pourquoi vous êtes méchant comme ça, Philippe David? Je suis content que René ait perdu. Bah oui, c'est à cause de Pierre. Pierre veut dire un mot. Oui, je voulais juste dire qu'à propos de la 69, demain il y a une réunion donc à Castres et il y aura notre cher Jean Lassalle qui sera présent. C'est important de le dire parce qu'au moins, bon voilà, il va essayer de défendre ce projet. Et Pierre, n'oubliez pas de prendre un traducteur pour Jean Lassalle. Et avec on l'embrasse. Un tel chiffre, ça va être très collectif. J'ai toujours dit que s'il avait été président, ça aurait été le seul président qu'il aurait fallu sous-titrer jour et nuit. Merci Pierre, en tout cas vous l'embrassez pour nous, on l'aime beaucoup Jean Lassalle. Allez, vous restez avec nous, on fait une petite pause. Dans un instant, le journal, la météo de Rémi André et puis Philippe David. Je vais pousser un coup de gueule sur les mesures stupidissimes, j'ai trouvé ce mot-là, sur lesquelles après il faut ramer tellement fort pour revenir en arrière qu'on déplacerait le porte-avions Charles de Gaulle. Il est tout énervé. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Chers amis, après cette déculottée au qui c'est qui l'a dit, excusez-moi. Philippe, oui, mais il aime bien ça. Jean, tout de même, ça m'a étonné de sa part. Moi, j'ai comme ça. Non, mais j'étais hypnotisé. Moi, je découvre. Donc, Il y en a pas un qui dit j'ai été nul, ok. Vous êtes tous de bonnes raisons en fait. D'habitude c'est René Chiche qui gagne. Ah oui. Voilà, il s'est oublié un peu, si je peux dire. René Chiche
d'habitude, il a un melon. C'est dingue. Aujourd'hui, j'en ai 2, madame. Voilà. Et si ça vous dérange, ça c'est moi. on s'expliquera dans les couloirs. René Chiche, Philippe Bilger et Jean Petot sont autour de cette table. Et vous nous laissez des... J'adore son rire. On dirait une commode qui fonctionne mal. J'allais dire une méchanceté. Qu'est-ce qu'elle a, la blonde? Je sais qu'elle aime bien qu'on dise ça en plus. En l'occurrence, c'est elle qui tient le micro, là. Attention. Allez, vous ne tenez pas que ça. le 0826 300 300. Oh là 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 là. Et on écoute les répondeurs. Oui, bonjour. L'Europe cherche des sous pour son armement et l'armement de l'Ukraine. Pourtant, l'Europe se garde bien de parler des sous des oligarques russes. Un seul homme politique ose parler des oligarques et de leurs sous. C'est Raphaël Gluckman. Par ailleurs, le Hongrois Viktor Orban, qui est du côté des Russes, est un obstacle à l'Europe. Pourtant, cet Orban continue de recevoir l'aide financière des Européens. Je vous remercie. Alors, je rappelle que l'information est tombée après le répondeur, puisque en 2025, l'Union européenne fournira donc à l'Ukraine 30,6 milliards d'euros financés par les avoirs russes, ce qui paraissait les jours précédents impossible. Absolument. Voilà. Et bien donc ça y est, ça vient de tomber. Oui, La question c'est de savoir si c'est pas plutôt les intérêts de ces avoirs, parce qu'il y a un débat sur est-ce que l'Europe utilise les intérêts de ce paquet qui fait des petits plutôt que le paquet lui-même, parce que ça pose un vrai problème. On n'a pas le droit. Oui, voilà, ça pose un vrai problème au niveau du droit international, et ça pourrait, si jamais il y avait une sanction qui consisterait à en quelque sorte européaniser, comme on disait, nationaliser ces valeurs, ça pourrait déstabiliser le système monétaire international, parce que c'est toute la question de la confiance au niveau international des avoirs qui sont placés qui est en cause. C'est vachement compliqué ce dossier. Les avoirs cherchent à être ici difficilement. René Chiche. Il est trop fort. Eh ben, écoutez, moi je trouve que c'est une très bonne nouvelle que l'Ukraine va être aidée par ses intérêts ou ses avoirs russes. C'est une très bonne nouvelle. Et ben voilà. C'est vrai que Glucksmann, depuis longtemps, tout à fait. Alors que la France insoumise, depuis plusieurs jours, ne cesse de dire qu'il ne faut pas toucher finalement aux avoirs russes. C'était pour soi-disant des raisons juridiques, comme vous l'avez dit, cher Jean. Allez, dans un instant, le coup de gueule de Philippe David qui nous a fait une phrase tout à l'heure détonnante. Et un teasing, non? Ah oui, si vous voulez. Non, là, les mesures qu'on prend sans réfléchir de quelque manière que ce soit, et où après il faut faire marche arrière toute, je n'en peux plus. Allez, tout de suite. En attendant, nous on roule vers le 19h. À tout de suite. Et autour de cette table avec 3 Pères Noël, avec Philippe Bilger, avec René Chiche et Jean Petot. Bah ouais, 3 Pères Noël. Bah oui, parce que vous nous offrez des cadeaux, parce que vous dites, par votre présence. Absolument. Notre beauté voilà. physique. J'ai laissé une petite cagnotte à l'entrée, vous pourrez me donner des sous. Ah, moi aussi, d'accord. C'est pas longtemps. Il y en a 2. Il y avait 2 cagnottes. Il va falloir choisir. Mon choix est tout fait. Vous allez me rendre. On va négocier. Chers amis, le 0826 335 jusqu'à 19h, bien entendu, on vous attend. Standard, on est ravis de vous accueillir et merci de votre fidélité. Et sachez que hier, nous avons fêté les 1 million d'abonnés sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, on a quand même largement dépassé, donc on est très contents. Vivement les 2 millions. En attendant, vivement Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui s'appelle Bruxelles, où se trouve la Commission européenne. Pourquoi Bruxelles? Parce que les institutions européennes ont dû prendre pour modèle la France en matière de règlements stupides, inapplicables, et pour lesquels il faut faire marche arrière toute dès qu'on se rend compte de leurs conséquences. Ainsi, en France, j'avais poussé un double coup de gueule. Un contre les ZFE, les zones faibles émissions, qui rendent les centres-villes inaccessibles à des millions de Français qui n'ont pas les moyens de changer de voiture. Le second sur les DPE, les diagnostics de performance énergétique, qui rendent des centaines de milliers de logements impossibles à louer, ce qui ajoute de la pénurie à un marché déjà pénurique. 2 mesures bien franco-françaises et bien stupides, sur lesquelles de plus en plus de gens pensent qu'il faut revenir. Mais l'Europe a décidé de nous imiter en annonçant de lourdes amendes, qui peuvent atteindre 15 milliards d'euros aux constructeurs automobiles qui ne vendraient pas suffisamment de véhicules électriques en 2025. Une menace qui a poussé les constructeurs à racheter
racheter les bonus des fabricants qui ne produisent que de l'électrique, comme ont fait Stellantis, Ford et Toyota avec Tesla, tandis que dans le même temps, le groupe Volkswagen négocie avec les constructeurs chinois, en particulier BYD. Du temps passé et de l'argent gaspillé pour faire face à une mesure aussi stupide que suicidaire économiquement. Voyant le désastre se profiler, la Commission a annoncé en début de semaine que finalement, ce ne serait plus sur 1 an, mais sur 3 que les amendes seraient calculées, en attendant, on l'espère, un enterrement de première classe. On espère que, même cause, mêmes effets, on se décide aussi à réfléchir sur les conséquences du tout électrique en 2035. Alors, mesdames et messieurs les technocrates de Bruxelles, de Paris et d'ailleurs, si avant de pondre des directives, vous réfléchissiez à leurs conséquences, ce serait peut-être une mesure de bon sens, non ? Vous avez raison, mon cher Philippe. Il n'a rien compris. Totalement. Jean Petot. Ah ben, je vais dire qu'on ne peut que plus soir, comme on dit, puisqu'on est aux inventions sémantiques, si j'ai bien compris le lancement initial. Hein, voilà, c'est plus soyez. Ah, je plus sois, oui, je plus sois un max. Non, simplement, je pense qu'il faut dire aussi, c'est la maladie de ces institutions qui sont relativement jeunes, comme la Commission et l'Union européenne. Ça n'existe. Ils pensent que pour exister, il faut normer. Et c'est comme ça qu'on a perdu les peuples, à mon sens, dans la construction européenne. Absolument. Écoutez, moi, je ne peux qu'applaudir votre chronique, qui a été très, très intéressante. Vous êtes en 33 tours, là? C'est pas un deuil, hein. Madame, nous sommes vendredi. C'est demain le week-end. Passez en 45. Alors... Je ne peux qu'approuver votre chronique, qui a été remarquable, intéressante, percutante, et on ne peut rien rajouter après. Parce que tout ce que vous avez dit, mon cher Philippe, et c'est vrai, était véridique. Ouais, bah vous avez bien fait de parler, c'était passionnant. Je n'ai pas fini. Voilà. Bah vous savez, grâce à ce que vous venez de dire, je vais dormir moins bête ce soir. Merci beaucoup. Merci Philippe David. Allez, tout de suite, une info en plus. J'en peux plus de René Chiche. Et des partisans de l'autoroute A69 vont manifester demain à Castres. Après l'annulation par la justice administrative de l'autorisation environnementale, le chantier est mis à l'arrêt sur ce projet d'autoroute entre Castres et Toulouse. Un axe d'une 50aine de kilomètres déjà réalisé aux 2/3, mais interrompu désormais. Or, sur Sud Radio, le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a annoncé ce matin vouloir la reprise des travaux en attendant la procédure d'appel. Ce sera déposé dans les jours qui viennent. On travaille sur un mémoire, bien sûr, pour faire appel et surtout pour demander un sursis à exécution. Comme toutes les décisions en appel, la décision partira à la cour administrative d'appel de Toulouse. Il y aura une instruction de nouveaux magistrats. Mais la question qui se pose à nous, à l'heure où on parle, c'est la situation du chantier. À la fois un chantier qu'il faut sécuriser parce que des personnes essaient d'envahir ce chantier. Vous connaissez le phénomène des zadistes qui ont l'habitude d'occuper un certain nombre de chantiers. Ils l'ont déjà fait dans notre pays. Philippe Tabarot, micro de Benjamin Glaise dans le Grand Matin Sud Radio. Alors c'est un peu ce que réclamaient finalement ces manifestants qui prévoient de se retrouver demain matin à 10h30 à Castres avec le mot d'ordre A69, on finit. C'est leur slogan. Pour en parler, nous sommes avec Frédéric Bonnet du comité d'organisation. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Nous donner la parole. Merci à vous d'être avec nous dans le grand matin. Dans les vraies voix, c'est les vraies voix. Bonnes vacances, Félix. Vous êtes satisfait de ces propos du ministre des Transports qui a aussi dit, justement dans le Grand Matin Sud Radio, qu'il soutenait votre manifestation? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Demain, donc, l'idée, c'est vraiment de faire pression pour que maintenant ça se fasse, quoi, que les travaux reprennent. Oui, l'idée c'est de faire pression parce qu'effectivement, comme vous indiquiez, les travaux ont été faits à 70%. Ça va impacter si le chantier ne termine pas. Il y a a priori une note d'entre 1 milliard et 1,5 milliard si le chantier ne reprend pas. Tous les ouvrages d'art sont terminés, des ponts. Vous pourrez voir demain, nous allons communiquer, nous serons à l'endroit où justement il va y avoir un pont qui a été créé exprès. Ça paraît assez surréaliste ici. Pour la population de s'imaginer que ça va s'arrêter définitivement. Il faut absolument que ça continue, d'autant plus que ça pourrait faire jurisprudence si c'est arrêté complètement. Est-ce que les élus locaux sont sur la même longueur d'onde du côté du Tarn et du côté de la Haute-Garonne, de Toulouse, de Castres et de tout ce qu'il y a au milieu? Exactement. Il y a la quasi-totalité des élus locaux de tous bords confondus
sauf les écologistes et LFI, mais la quasi-totalité des élus locaux Haute-Garonne et Tarn sont dans un mouvement transpartisan. Ils seront tous présents demain. Et vous avez bon espoir que ça aille jusqu'au bout ? Bon espoir qu'on puisse le faire redémarrer. Le chantier, oui, bon espoir, oui, bien sûr, on l'espère, parce que il faut venir constater sur place l'avancée des travaux pour se rendre compte que ça peut pas rester en l'état. Et si l'autoroute ne reprend pas, ça va faire un chiffrage hallucinant. Je crois pas qu'un territoire comme le sud du Tarn puisse supporter économiquement aussi la fin d'un chantier. Beaucoup d'entreprises ont investi pour s'adapter par rapport à l'arrivée de l'autoroute. Le groupe Pierre Fabre installe son siège social sur 4. Donc c'est important que le chantier reprenne le plus rapidement possible. C'est une question de bon sens. Merci beaucoup Frédéric Bonnet du comité d'organisation de cette manifestation demain qui est prévue donc à 10h30 à Castres avec le mot d'ordre à 69. On finit. Merci beaucoup Félix Mathieu. Vous restez avec nous dans un instant. Le tour de table de l'actu de Nos Vraies Voix avec Philippe Bilger. Les noms polémiques. Le Canadien qui défie Donald Trump. Et avec vous, Jean Petot ? Ariane 6, 1, Starship 0. Allez, on en parle dans un instant, soyez les bienvenus. On est en 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Avec un Philippe David qui ne cesse de râler hors antenne. Oui, vraiment. Je vous imite bien ou pas ? On dirait un vieux chien qui on a donné des croquettes qui dirige. Il est percutant. Ah oui, il est fou. Il est épuisant, il est percutant. Mais je vous ferai le cours de rattrapage sur la norme européenne, Philippe Bilger, comme vous n'aviez rien compris. Ben, vous plaisantez. C'était si bon que personne n'a dit un mot de Si, Jean Petot et René Chiche. Non, mais par pure politesse. C'est pas parce que j'ai parlé que j'ai compris. Je crois On comprend l'indignation chez Philippe. Après les paroles. Je crois qu'il y a une cabale contre vous, Philippe David. C'est exactement ça. Je dis ça, je dis rien. Autour de cette table, Philippe Bilger, Jean Petot et René Chiche. Et vous, bien entendu, au 0826 300 300. En attendant, c'est le tour de table de l'actu de Nos Vraies Voix. Apporte-moi seulement de quoi lire. C'est un bon livre ? Je sais même plus. Ça m'embête un peu, ça. Il a lu un livre dans sa vie et il fallait que ça tombe sur celui-là. Le tour de table de l'actualité. Et c'est pas le moment du livre de Philippe Bilger pour l'instant. Non. Difficile de traiter le problème des noms polémiques. Alors, vous voyez à quoi je fais allusion, ma chère Cécile, mon cher Philippe. Le fait que, en raison de considérations esclavagistes ou colonialistes, un certain nombre de villes souhaitent modifier les appellations de rues. On ne veut plus nègre joyeux, on ne veut plus négresse, et par exemple, il y a des rues qui gardent leur dénomination parce que Philippe David n'y est pas passé. L'allée des... des pucettes ou des femmes fraîches. Mais donc, là, il n'est pas passé, c'est difficile. Ça sent le week-end. La dénomination des rues. Mais plus sérieusement, on se demande parfois pourquoi les gens ne souhaitent pas qu'on change le nom des rues. Parfois, c'est pour des motifs historiques, parce qu'ils considèrent que c'est absurde d'apposer sur le passé notre jugement d'aujourd'hui, mais parfois, c'est tout simplement parce qu'ils sont habitués au nom de leur rue, et même lorsqu'on change le nom de la rue, ils continuent à l'appeler par son ancien nom. Donc ça n'est pas si facile de faire disparaître, malgré le désir de certains, les noms polémiques. Je rappelle quand même que le courrier, une fois que le nom est changé, qu'on vous envoie du courrier, c'est une catastrophe. C'est très compliqué. Moi, ce que je trouve fou, c'est qu'il y a une indignation sur certains noms. Il y a eu Bugeaud qui a fait des choses pas bien. Moi, j'habite à 50 mètres d'une avenue Lénine, qui est quand même l'homme qui a inventé le goulag, qui a tué 6 millions de personnes pour imposer son régime en URSS. Et personne ne veut débaptiser les avenues Lénine. C'est pas dingue quand même, René Chiche, Jean Petot? Ça prouve que tout est relatif. Ça, c'était Einstein qui disait ça. Oui, en effet, il n'avait pas tort. Et Napoléon disait, l'histoire est une science sur laquelle on s'accorde sur des mensonges. René Chiche. Oui, alors Lénine, tout ça, oui, je suis d'accord. Mais par exemple, moi, j'avoue que, par exemple, je sais plus dans quelle ville, c'est à Biarritz ou à Bayonne, le quartier. Biarritz. Un négresse. Moi, là, ça me. Je trouve ça un peu normal qu'on. Pourquoi?
Aujourd'hui, je trouve que c'est un petit peu bizarre d'avoir comme appellation un quartier négresse. Toucher, ça puisse toucher en fait. Ça me choque. C'est vrai. Ouais. Oui. Ça n'a aucun rapport avec l'esclavagisme. Non, je sais bien. Historiquement, ça vient pas de là du tout. Par contre, il faut lire le jugement du tribunal administratif et les réquisitions ce qu'on appelait jadis le commissaire du gouvernement, le représentant de les conclusions. Voilà. Et qui tient un argument qui est quand même assez étonnant, parce que c'est tout le problème de ce qu'on appelle la fameuse cancel culture, c'est-à-dire on efface. Oui. Mais quand même, parce qu'à partir du moment où on ne raisonne que par rapport à l'état d'âme de la victime, mais le nombre de choses qu'on va devoir taire, ça devient hallucinant. C'est un puissant fond. Puissant fond. Puisque vous avez la parole, René Chiche, Captain Canada, l'homme qui décide de Captain Américain, mais pas Captain Alors j'essaie d'être rapide, même si j'ai plein d'informations, j'essaie d'être rapide. Vous savez que Trump là suspend ses droits de douane avec le Canada et le Mexique. Et il a eu affaire finalement au Premier ministre de l'Ontario, l'une des provinces du Canada, Doug Ford. La principale province en richesse économique. Voilà, exactement. Et la plus peuplée, je crois aussi. Oui. Ouais, exactement. Donc il a eu affaire à cet homme qui est pourtant au départ un supporter de Trump. Il était très heureux de l'élection de Trump, etc. Et finalement, devant les menaces et devant le comportement de Trump de mettre ses fameux droits de douane au Canada, eh bien, il s'est élevé contre cela. Et donc, il a menacé lui-même, il n'a même pas menacé, il a mis en chantier même certaines mesures anti-Trump, anti-USA, puisque déjà, dans sa province, toutes les boissons alcoolisées américaines sont interdites dans les commerces. Il a fait du Trump, alors que c'est Doug Ford, c'est pas le Premier ministre du Canada, l'Ontario. Il a aussi menacé de réduire l'électricité, parce qu'en fait, aux USA, l'Ontario est le principal fournisseur de l'électricité pour 3 États, le Minnesota, l'État de New York et le Michigan, où se fabriquent en plus les plus grandes voitures et l'Ontario est le principal fournisseur d'électricité aux États-Unis. Et donc, il va, au départ, c'était une menace. Et vous savez que là, donc, Trump a décidé de suspendre à la fois les droits de douane de 25% au Mexique, au Canada. Doug Ford a dit, non, moi, tant qu'il n'aura pas définitivement mis en sommeil cette menace, je vais mettre 25% de droits de douane sur l'électricité aux USA, sur tous les produits américains, etc. Et donc, il le fait dès lundi. Et donc, c'est quelqu'un qui utilise finalement l'attitude qu'a eu Trump pour menacer. Il le met en pratique, ce qui prouve bien que quand on veut parfois hausser le ton et se montrer un peu fort vis-à-vis de Trump, on peut quand même le mettre un peu en retrait. Voilà, exactement. C'est ça. Et c'est une menace parce qu'il faut pas oublier que par exemple, il y a 1,5 million d'Américains qui dépendent de l'électricité de l'Ontario. C'est énorme. Voilà. C'est le premier producteur d'électricité hydroélectrique au monde d'ailleurs. Et aussi l'Ontario fournit la moitié du nickel aux USA. Or le nickel, c'est pour les batteries. Vous savez ça, Philippe, le matériel militaire, les composants électroniques. Et cet homme qu'on ne connaît pas, alors que il y aura un changement de Premier ministre dimanche au Canada, ce ne sera pas du tout lui qui va succéder à Trudeau. Mais cet homme, quand même, qui en plus est un Trumpiste au départ, a dit au départ, j'étais 100% heureux de l'élection de Trump. Aujourd'hui, je trouve que Trump nous a trahis à 100%. Je trouve que c'est bien d'avoir un comportement un petit peu comme ça, fort, face à un homme qui lui-même se dit fort. Allez, Jean Petot, ça se commence. Vous êtes d'accord avec ça ? Ah oui, ça prouve que la diplomatie et la géopolitique, c'est une succession de rapports de force, constamment. Comme tous les hommes forts, voire plus que forts, légèrement au bord du déséquilibre, ils adorent les gens qui leur résistent. On a des exemples en France. Absolument. Jean Petot, votre tour de table, Ariane 1, Starship, 0. Oui, alors qu'est-ce que je veux dire par là ? En fait, c'est pas le combat des fusées, mais donc hier après-midi, donc hors de Paris, 17h34, les spécialistes parlent de vol. On parle pas de lancement ni de tir. Vol de la fusée Ariane, premier vol commercial, mise en orbite d'un satellite qui s'appelle CSO 3, c'est le 3e d'une constellation de satellites militaires qui doivent permettre, pour le coup, une vraie souveraineté
de la défense française en matière d'observation et de renseignement. C'est absolument considérable parce qu'on ne peut pas dépendre justement d'images qui seraient éventuellement fournies par les États-Unis. Ça c'est clair. Donc premier vol, premier CSO1 lancé en 2018, deuxième en 2020, et ça faisait 5 ans qu'on attendait. Il y avait beaucoup de retard parce que effectivement Ariane 6 a eu beaucoup de mal à accéder à son statut de lanceur, et ça prouve que quelque part l'Europe et la France, pour le coup réjouissons-nous, ont réussi un choix industriel qui est dans l'esprit de la souveraineté dont on parlait au début de l'émission. Face à cela, Musk avec Starship, c'est un engin extraordinaire, Starship. C'est l'équivalent d'un immeuble, je crois, ça fait 123 mètres, c'est une quarantaine d'étages, enfin, c'est quelque chose de fou. Vous avez deux parties, le Space EV, le EV Space, qui est cette espèce de gros tuyau qui revient. Vous avez vu, quand il revient attraper, on dirait presque la grue va l'embrasser. Bon, ça c'est la partie réutilisable. Et puis il y a le vaisseau. Et pour la deuxième fois, ils ont perdu le vaisseau qui est parti à la flotte dans l'océan Indien. C'est pas un problème pour Musk parce que il érige l'erreur et l'échec comme vertu, en disant on se plante, ce qui pose par ailleurs des problèmes environnementaux. Ça commence à en poser. On se plante, mais c'est comme ça qu'on apprend. Bien. Donc le problème, c'est que si nous voulons, nous, Européens, être autonomes, et on revient à notre discussion sur la défense souveraine, on doit se permettre d'exister à côté du spatial américain, qui encore une fois n'est plus forcément un allié, et on le sait. C'est une grande force d'Elon Musk, et en ce sens-là, il est typiquement américain que l'échec n'est que la première phase de la réussite de demain. Les Français, c'est pas du tout comme ça. Mon cher Philippe, c'est la dimension nietzschéenne des Américains, ce qui ne nous tue pas, nous rend plus forts. Je trouve que c'est très vrai. Et les astronautes sont toujours là-haut? Ils sont toujours pas là. Ils sont toujours ceux qui devaient redescendre. Par là, c'est la compagnie concurrente, c'est Boeing. Je crois qu'ils sont toujours là-haut, le monsieur et la dame. 8 mois ou 9 mois. Voilà, mais bon, ils ont loupé le taxi. C'est ça, les pauvres. Allez, vous restez avec nous. Merci beaucoup pour ces sujets. J'allais dire mesdames et messieurs, mais non, mais messieurs tout court. Voilà, je me parle à moi-même. Voilà, c'est tout, mesdames et messieurs. Non, mais il y a d'autres femmes, il y a Aurore, il y a Aude dans le studio. Celles et ceux qui nous écoutent aussi. Mettez-le en écriture inclusive, c'est le EUX. Laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. Déjà, c'est vendredi, j'ai du mal à parler. Dans un instant, Julien Bayou, innocenté, MeToo, est-il allé trop loin? Ah oui, MeToo est-il allé trop loin? Est-ce qu'on peut d'ailleurs revenir un peu sur MeToo, tant ça a causé également des dégâts, on l'a vu, outre chez Julien Bayou, chez d'autres personnes innocentées. Et à cette question, a-t-on instauré une présomption de culpabilité avec MeToo? Vous dites tout à 85%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et c'est l'objet du livre de Philippe Bilger, sorti hier dans toutes les bonnes librairies, auteur de ce livre Me Too Much. On en parle dans un instant, à tout de suite. Retour de vraies voix qui sont dans une forme exceptionnelle ce soir, bien évidemment, Cécile de Bénibus, Philippe Bilger, auteur d'un livre dont on va parler dans quelques instants, Me Too Much, publié aux éditions Héliopole, René Chiche. Magnifique. Guy Ray. Et un petit nouveau, mais qu'on adorait avoir comme expert, Jean Petot. En chair et en os. Enfin, en chair, ça le savait. Même Félix Mathieu dit, je n'avais jamais imaginé vous rencontrer. Voyez un peu. Voilà, tout arrive. Et Philippe Bilger, je vous remercie d'avoir écrit ce livre dans les couleurs de Sud Radio. On vous souhaite la bienvenue. Tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de projecteur des vraies voix. Je suis entretenue vraiment très longuement, je l'ai reçu chez moi, l'ex-compagne de Julien Bayou. Je pense qu'il y a des comportements qui, en effet, sont de nature à briser la santé morale des femmes. C'est Kafka. Voilà. Au-delà de mon cas personnel, je crois que c'est vraiment irresponsable de lancer des accusations sans étayer. Je ne regrette absolument rien, vous ne me ferez rien regretter. C'est que si je dois quitter la politique pour avoir défendu les femmes, eh bien ce sera un honneur. Bayou vient de voir la plainte déposée par son ex-compagne, classée sans suite par le parquet de Paris, non pas pour infraction insuffisamment caractérisée comme c'est toujours le cas, mais pour absence d'infraction. Fin de l'histoire. La porte-parole du parti me disait hier soir, si Bayou le souhaite, il peut redemander à adhérer.
L'ancien dirigeant écologiste Julien Bayou a donc perdu tous ses mandats suite à des accusations, pour finalement être totalement innocenté par la justice. Vous venez de l'entendre. MeToo a-t-il été trop loin? C'est justement le thème du livre de MeToo Much publié sur l'une de nos vraies voix, par l'une de nos vraies voix, Philippe Bilger, qui est avec nous, bien entendu. Alors parlons vrai. Est-ce que MeToo est devenu une arme de destruction massive contre une personne à qui on veut faire du mal? Et à cette question, a-t-on instauré une présomption de culpabilité avec MeToo? Vous dites oui à 85%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Philippe Bilger, on vous connaît depuis très longtemps. On sait que vous aimez beaucoup les femmes et que vous les féministes. Et ça va trop loin. C'est ce que vous avez voulu dire aujourd'hui. Aujourd'hui, de dire on peut être féministe, mais à un moment donné, il faut arrêter. Absolument. D'abord, je veux insister sur le fait que je reconnais que MeToo a été et demeure un mouvement très positif pour éradiquer, tenter d'atténuer les rapports de force qui permettaient des vulgarités, des indécences, des agressions sexuelles ou pire, des viols. Premier point. Et donc, je cherche très modestement dans ce livre à dénoncer les ombres, les dérives. Et votre question est très bonne. Et la principale dérive, de mon point de vue, c'est en effet de considérer, peut-être un peu moins aujourd'hui, que parce qu'une femme dénonce et déplore, incrimine, eh bien, elle dit forcément la vérité. Et donc, on a d'emblée une alternative très simple. On a ou bien une procédure judiciaire, et là, je réclame que la justice soit équitable, que l'administration de la preuve soit cohérente, équilibrée, ou bien on n'a pas de procédure judiciaire, et dans ce cas-là, on a le fléau des réseaux sociaux, où, comme le disait un grand avocat américain, c'est la culpabilité par dénonciation. Et sur les réseaux sociaux, il m'a semblé que l'alternative était terrible pour celui qui était mis en cause. Il cherche à se défendre, il est coupable. Il se tait, il est coupable. Et ça devient extrêmement préoccupant. Je reviens avant de donner la parole à René Chiche et à Jean Petot. Vous le dites dans votre livre, et c'est un roman, donc c'est un avocat. Un monologue, un songe où il parle bizarrement, il connaît l'actualité en détail, et il attend d'être ciblé par Mediapart. C'est ça. Et vous dites dans ce livre qu'à un moment donné, qu'il a pu être coupable d'une main posée, de quelque chose, d'un geste qui, à un moment donné, peut devenir extrêmement préjudiciable, même s'il n'a pas d'intention de faire ce geste. Et là, ça peut être finalement la débandade. Vous avez raison, Cécile. Peut-être que, évidemment, ce grand avocat n'est pas moi-même, mais je pense parfois à des affaires dont on parle. Par exemple, une femme a porté plainte pour agression sexuelle parce qu'on lui a touché le bras. Imaginez que moi, qui accompagne volontiers mon oralité d'une gestuelle que j'espère décente, mais je fais très attention aujourd'hui. Alors, vous avez raison. Ce que je dénie aussi, en dehors de la faiblesse de la preuve, de la pauvreté de l'argumentation de la part de certaines qui se plaignent, c'est le fait qu'on met tout sur le même plan. Et évidemment, l'indélicatesse, la vulgarité, l'inélégance, le dragage un petit peu lourd, et puis bien sûr l'agression sexuelle véritable et le viol, tout ça est mis ensemble dans le même pot putride, et c'est absurde. René Chiche. Oui, alors j'ai lu l'ouvrage de Philippe Bilger. C'est pas parce qu'il est là pour le flatter, je lui ai déjà parlé off. C'est vraiment un très bon ouvrage qui d'ailleurs se lit très vite. Un peu moins de 90 pages, et il se lit très vite. Et dont la principale qualité est le prix, 9,90 €. Je plaisante. Mais vous avez raison, mais non, c'est pas rien. Non, mais c'est un essai, parce qu'on dire un monologue vraiment audacieux et courageux dans la mouvance actuellement qu'on connaît. Exactement, je trouve que c'est audacieux d'écrire ce qu'il écrit, c'est vraiment intéressant. Il y a eu peut-être 2 ou 3 jours où j'étais pas d'accord, mais en même temps, Philippe, est-ce qu'en même temps vous pensez pas que c'est aussi quand même, je pense, c'est totalement un problème générationnel, parce que vous le dites dans votre livre que confronté à des jeunes membres de votre entourage, ils n'ont pas du tout la même réaction et la même analyse que vous. Alors est-ce que vous pensez que finalement MeToo a réussi son opération, je dirais pas
d'intoxication, parce que je suis d'accord avec vous, c'est obligatoire que la parole soit libérée, etc. Ça, c'est bien. Mais finalement, MeToo a réussi à mettre dans la tête d'une certaine génération que la moindre phrase, le moindre geste, la moindre chose vis-à-vis d'une femme ou vis-à-vis d'un homme d'ailleurs, soit considérée comme une offense, comme une attaque. Est-ce que vous pensez pas comme une agression. Voilà, comme une agression. Vous avez raison. Si vous me permettez une anecdote familiale, un jour je demande à l'aîné de mes petits-enfants, Zoé, je lui dis, mais par une curiosité que j'estime saine, hein, ma chérie, est-ce que en ce moment tu connais quelqu'un Eh bien, avec beaucoup de gentillesse, elle m'a dit, mais grand-papa, en quelque sorte, ça ne te regarde pas. Alors que, à mon époque, on m'aurait posé cette question, j'y aurais répondu sans l'ombre d'un problème. Jean Petot. J'allais dire à Philippe, pour lequel j'ai une vraie tendresse, vous auriez pu poser la question, est-ce que tu fréquentes quelqu'un, ma chérie? Et elle t'aurait répondu, t'as pas besoin de savoir si j'ai un crunch. Hein. Alors, ces jeux sur les mots m'amènent à rappeler quand même cette belle phrase de Camus, pour laquelle j'ai une vraie admiration depuis très longtemps, qui a toujours été plutôt moi, camusien et pas sartrien. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Et quand, effectivement, et Philippe a parfaitement raison, quand on fait l'amalgame de tout, avec des mots qui sont mis, mots violence, par exemple, qui peut être à la fois aussi bien, évidemment, ce qu'on vit sous les guerres et sous les obus, sous les bombes, et puis une violence symbolique, etc. Quand tout ça, ça a une même appellation, on ne s'y retrouve plus. Et moi, ce qui m'inquiète, j'allais dire, dans le phénomène MeToo, c'est plus le coup suivant. Et le coup d'après. Alors, sur la dimension jugement sans preuve, c'est de fait scandaleux. Philippe, vous avez parfaitement raison. On substitue une présomption d'innocence à une présomption de culpabilité. Et c'est une arme de destruction massive. Mais regardez ce qui commence à se passer aux États-Unis, et en particulier dans l'Amérique trumpiste, qui, je le rappelle, majoritaire d'un point de vue populaire aux États-Unis, c'est le retour du masculinisme. C'est-à-dire le fait de dire, mais les défenseurs de la cause féministe sont allés tellement loin avec Me Too Much que maintenant Me Too ça suffit. Et c'est même plus Me Too ça suffit, c'est qu'on revient à une forme de virilisme totalement scandaleux. Et ces mouvements de balancier, on appelle mouvements browniens dans un sens ou dans un autre, sont terribles parce que d'une certaine façon, au bout du compte, ce sont les femmes qui vont être victimes de ce phénomène. Si vous le permettez, il y a quelque chose, évidemment, la grossièreté, les agressions, les viols commis dans les conditions très diverses sont un scandale. C'est intolérable. Mais je pense beaucoup, et dans le livre je les dénonce, il y a ce qui m'exaspère très souvent, outre les transgressions, évidemment, devant lesquelles il faut s'indigner, ce sont les témoins qui voient ces indécences et ces agressions sur les plateaux, René, vous en connaissez beaucoup, ou ailleurs, et qui, bien sûr, dans le feu de l'action ou de la grossièreté, ne disent rien, mais ensuite, quand l'homme, ou parfois la femme, on peut imaginer, ça est à terre, là, tout à coup, ils se réveillent, ils disent, mais on le voyait, mais on ne faisait rien. Ça m'exaspère quand vous pensez à Gérard Depardieu. Rien à dire sur lui, des affaires sont en cours. Mais un nommé Francis Weber, qui l'avait mis en scène, a vu qu'il se comportait mal, il lui a dit, Gérard, tu arrêtes, sinon je te vire. Pardon pour la grossièreté. Eh bien, il a obéi. Donc, il y a aussi l'entourage. Est-ce que vous pensez, finalement, ce qu'il y a d'amusant, c'est que MeToo, c'est les mêmes que ceux qui disaient il y a 50 ans, il est interdit d'interdire. Est-ce que c'est pas quand même un peu surprenant? Philippe, c'est pas les mêmes. Une partie c'est pas les mêmes. Moi, j'ai juste un petit mot, parce qu'on a très peu de temps. Ce qui est important de dire, parce que je le dis en tant que femme, c'est l'intention du geste, en fait. C'est ça, juste ça. Et il faut pas mélanger l'intention d'un geste poli, gentil, habitueux, d'un geste sexuel. Et c'est ce qu'on a juste... c'est vrai, bien sûr. On mélange tout ça. Exactement. Voilà. C'est vrai. Même les phrases d'ailleurs, même les phrases. Juste, même les phrases, parce que même il y a des gens aujourd'hui qui se freinent à dire à une femme, vous êtes jolie.
Il y a une crainte. Absolument. Je sais pas si vous Mais avez... on m'a dit qu'on avait le droit de le dire aujourd'hui. Je dis, c'est plus si évident si on ne prend pas 1000 précautions pour dire à quel point cette femme est intelligente comme ça. Mais ça devient un vrai problème. Mais au fond, parfois, et je termine là-dessus, ma chère Cécile, c'est le fait que parfois je suis un peu choqué par le simple fait de renvoyer devant un tribunal une chose dérisoire sur le plan du geste, alors que parfois j'ai l'impression que les hommes manquent tout simplement de savoir-vivre. Et on ne touche pas autrui, quoi. C'est tout. Merci beaucoup. Ça s'appelle Me Too Much. Philippe Bilger, si je peux me permettre. Héliopolès. À lire d'urgence. À lire, parce qu'en plus, ça se lit plutôt très vite. Et puis, voilà, au moins, ça permet d'avoir des réflexions et des conversations à table pour dimanche autour du poulet, par exemple. Voilà, c'est ça.